Bienvenue à vous, on se retrouve pour un deuxième épisode de On Vote 2025, le balado. On est en présence de Stéphanie Chouinard. Bonjour Stéphanie. Bonjour Rudy. Je rappelle que vous êtes professeure de sciences politiques au Collège militaire royal de Kingston. Et on va voir avec vous aujourd'hui un petit peu, on va rentrer un peu plus dans le détail de cette campagne et notamment s'intéresser à tous ces enjeux qui sont passés jusqu'ici sous le radar, mais qui sont non moins importants. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est cette dernière semaine qu'on a vécue. Comment vous la jugez? Bien, ça a été une semaine pivot. La première semaine de campagne, on a parlé à peu près que des tarifs américains, de l'impact que ça allait avoir sur l'économie ontarienne. Là, avec les nouvelles du petit répit qu'on allait avoir, finalement, on a ouvert les portes durant la campagne à des enjeux dont on avait très peu ironiquement entendu parler depuis le début de la campagne, mais qui sont les enjeux habituels de politique ontarienne. C'est-à-dire, bon, les questions du coût de la vie, la santé, l'éducation, bon, ça reste un peu vaseux, mais on a finalement commencé à parler de ces sujets-là qui sont habituellement les sujets les plus importants pour la politique provinciale. Oui, c'est vrai, notamment, on a parlé de la santé. 2,5 millions d'Ontariens n'ont pas un accès régulier à un médecin. Ça a été un enjeu des libéraux au départ, puis là, on voit que ça a pris un petit peu plus d'ampleur. Ça reste un sujet très, très important en Ontario. Oui, tout à fait. Donc, déjà avant la campagne, les progressistes conservateurs y étaient allés d'une annonce préélectorale accompagnée de la docteure Jane Philpott, qu'on connaît de son passage en politique fédérale, où on avait annoncé justement un plan pour que chaque Ontarien et Ontarienne ait finalement accès d'ici les prochaines années à un médecin de famille. Les libéraux, de leur côté, avaient décidé de lancer la campagne sur cet enjeu-là. Leur autobus de campagne, c'était voulu. On avait voulu vraiment marquer les esprits avec l'enjeu de la santé. On promet également des médecins de famille pour tous les Ontariens, les néo-démocrates qui ont enchaîné par la suite. Donc, on voit qu'on sent que c'est un enjeu. Le contexte post-pandémique fait peut-être en sorte que cette question-là, elle est plus présente. Les baby-boomers qui prennent beaucoup de place encore dans l'électorat font en sorte que ça met pression aussi sur le système de santé. Et là, on a commencé finalement à placer ces enjeux-là sur l'échiquier politique cette semaine. Oui, sur certaines thématiques, il y a eu un effet boule de neige. Là, on l'a vu aussi un peu pour la santé, mais on l'a vu beaucoup pour les autoroutes. On a eu cette question de la 407. On a eu aussi ce fameux tunnel de la 401. On a vu qu'il y a eu une concentration sur les transports et cette surenchère sur la 407. Oui, bon, ben la question des gens qui ont des voitures et qui vivent dans les banlieues, ça, c'est un thème qui a toujours été cher à Doug Ford. Donc, on est venu finalement recycler certaines bonnes ou moins bonnes selon là où on se place. Idées des progressistes conservateurs, notamment cette idée d'un fameux tunnel sous la 401 entre Mississauga et Markham. On n'a pas de coût encore pour ce fameux tunnel, mais on s'entend que ça coûterait assez cher. Et même les questions d'ingénierie derrière la faisabilité de ce projet-là sont toujours en suspens. Mais entre-temps, on a beaucoup entendu parler des fameux péages sur la 407. Donc, du côté des progressistes conservateurs, on parle d'annuler la section provinciale du péage. Du côté des néo-démocrates, on a voulu aller beaucoup plus loin et dire non seulement on annule tous les péages, mais on aimerait tenter de racheter la portion privée de cette autoroute-là. Du côté des Verts, en fait, on souhaite utiliser la 407 à meilleur escient pour annuler la construction de la fameuse autoroute 413. Dans la ceinture de verdure. Voilà, qui était l'une des promesses des progressistes conservateurs. Est-ce que, par moment, on n'a pas l'impression que les chefs, les candidats manquent d'originalité? On voit que c'est souvent des idées anciennes, reprises aux autres, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un petit manque d'originalité dans cette campagne, dans les propositions? Bien, je pense que les partis politiques regardent tous les mêmes sondages et tentent de voir là où est l'intérêt des Ontariens et des Ontariennes. Et on le sait, la question des tarifs a rapidement pris énormément d'espace dans l'espace politique ontarien ces dernières semaines, mais pas loin derrière, on a quand même l'enjeu du coût de la vie qui demeure très présent. C'est aussi lié évidemment à la question du logement où on commence à entendre parler de certaines idées, mais où ça reste quand même sous-développé jusqu'à maintenant. Cette fameuse crise du logement et comment s'y attaquer. Mais on voit qu'on tente tous, à certains égards, d'aller chercher l'électeur moyen et de viser peut-être certaines circonscriptions qui sont plus
pivots, c'est-à-dire évidemment, entre autres, la couronne autour de Toronto. Alors, je ne sais pas si c'est l'électeur moyen, mais en tout cas, on va s'intéresser aussi aux enjeux francophones. Autant dire que ces enjeux n'ont quasiment pas été abordés. Effectivement, pour le moment, les promesses restent très évasives. Mm. Là où il y a eu des promesses, il y aura le débat en français le 19 février où on espère y voir un peu plus clair sur justement les positions des différents partis par rapport aux enjeux francophones. On sait que l'Assemblée franco-ontarienne, elle, a mis de l'avant déjà les priorités Oui. de ses membres et tente d'avoir des réponses de la part des différents partis. Ils font ça à chaque élection, d'ailleurs, un questionnaire où on tente d'avoir, disons, des promesses plus tangibles. Mais pour le moment, non seulement il y a très peu de promesses qui ont été faites, mais il n'y a aucun chiffre qui a été associé à ces promesses-là. Et comme on le sait, en francophonie, l'argent, c'est souvent le nerf de la guerre. Combien on est prêt à investir dans les domaines qui sont importants? Et là, pour le moment, on reste un peu sur notre faim. Là. Alors, vous avez parlé de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Dans cette plateforme, il y a notamment l'éducation qui est un enjeu important. On a beaucoup parlé ces derniers mois, ces dernières années de pénurie d'enseignants. Un rapport en 2021, des actions qui ont été faites, mais qui ont été jugées beaucoup très timides par les différents acteurs du milieu. Nous, quand on va voir les conseils scolaires, on nous parle encore de cette fameuse formation d'enseignants qu'on aimerait ramener à 1 an pour essayer de respirer un petit peu plus en termes de personnel qualifié. Ça, c'est vraiment un enjeu qu'à un moment donné, il va falloir que les candidats s'engagent là-dessus. Oui, tout à fait. Mais ce qu'on voit, je pense, cette année, qui est peut-être un peu différent des campagnes électorales précédentes, c'est qu'on parle plutôt du continuum en éducation. Ouais. Donc, on étire vers la petite enfance. Et il y a aussi l'enjeu du postsecondaire qui s'est invité dans la campagne électorale cette année, ce qui n'était pas autant le cas en 2022, malgré le fait qu'on sortait tout juste de la fameuse crise de la Laurentienne et où on tentait d'avoir des réponses de la part de la province par rapport à ce qui allait se passer dans ce secteur-là. Donc, on entend parler de plus de place dans les garderies francophones, de réinvestissement dans les écoles publiques et catholiques francophones. Mais encore une fois, ce peu de promesses-là reste, disons, très peu clair pour le moment, à savoir qu'est-ce qu'on ferait exactement de façon tangible. Et ce ne sont pas des promesses très spontanées. Il faut souvent aller les chercher, aller faire réagir les chefs sur des enjeux très précis. Donc ça, c'est une difficulté. Mais c'est vrai que vous avez fait allusion à l'université de Sudbury. Ça aussi, c'est quand même une patate chaude là pour le prochain gouvernement. C'est qu'est-ce qu'on fait avec le post-secondaire? On a vu qu'il y avait des problèmes financiers pas mal. Et puis, il y a aussi cette université de Sudbury. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Est-ce qu'on veut développer les programmes pour répondre à des besoins? Ça aussi, c'est un très, très gros enjeu pour la francophonie en Ontario. Oui, tout à fait. Et dans un fameux article signé Rudy Chaban, où on interviewait Bonnie Crombie, on a vu que les libéraux, sur ce dossier-là, parlent à la fois d'un partenariat avec l'Université Laurentienne et l'Université de Sudbury. Donc, on ne ferme pas la porte à finalement avoir un investissement provincial pour l'Université de Sudbury, mais on reste très évasif sur quelle forme ça pourrait prendre, ce fameux partenariat avec la Laurentienne. On sait que Marit Stiles va passer à Sudbury dans les prochains jours. Est-ce qu'elle attend d'être sur place pour faire une annonce plus concrète dans un des bastions quand même des néo-démocrates au provincial et où les francophones, évidemment, attendent d'avoir des réponses plus concrètes de la part du parti de Frangelina, quand même, qui était une porte-parole farouche, si je peux dire, de la question du postsecondaire dans le Moyen-Nord de l'Ontario. On va attendre ça impatiemment. Et du côté des progressistes conservateurs, ben, sur ce sujet-là, on ne s'est pas avancé du tout jusqu'à maintenant. Autre sujet, 3 des 4 chefs qu'on a interrogés sont aussi en faveur d'un retour à ce fameux commissaire indépendant au service en français. Ça aussi, c'est une piste qui est toujours sur le radar des partis. Mais ça serait une victoire facile parce que on l'a vu quand le commissariat a perdu son indépendance, ça venait avec, en fait, aucune économie d'échelle. Et donc, de rendre au commissariat son indépendance par rapport à l'Assemblée législative pour les partis de l'opposition, ce serait un geste qui serait non seulement très apprécié de la part de la communauté francophone qui réclame encore un retour au statu quo hanté, finalement, des compressions de 2018, mais qui n'engendrerait pas des coûts faramineux. Autre enjeu aussi, et puis qui est assez absent,
et pourtant qui pourrait permettre de résoudre certains problèmes, c'est l'immigration. On sait que c'est une prérogative largement fédérale, mais il y a des leviers au niveau provincial. Comment est-ce que vous expliquez que c'est complètement absent du langage des chefs? Ben, non seulement, soit c'est absent ou en fait, on en parle dans le contexte du postsecondaire où on voudrait limiter, dans le cas des libéraux, le nombre d'étudiants internationaux qu'on accepterait dans les collèges et universités de la province. Alors qu'on sait que en très grande partie, les collèges, mais aussi les universités ont commencé à accepter plus d'étudiants internationaux pour pallier le fait qu'il y avait eu un désinvestissement de la part de la province dans le secteur postsecondaire. Pour la francophonie en particulier, où on mise beaucoup sur l'immigration francophone pour pallier le manque de main-d'œuvre qualifiée dans un grand nombre de domaines, ça demeure un enjeu. C'est un enjeu aussi pour une Bonnie Crombie qui a fait cette proposition-là, justement, de mettre un cap aux étudiants internationaux, d'une part, tout en disant qu'elle voulait aller chercher plus de main-d'œuvre qualifiée en français, notamment dans le secteur de l'éducation et de la santé, d'autre part. Comment est-ce qu'on va ménager la chèvre et le chou? C'est pas tout à fait clair, mais je pense que la timidité des partis à s'engager sur ce dossier-là, c'est surtout à cause du changement de rhétorique qu'on a vu en Ontario, mais a plus largement parlé au Canada depuis la dernière année sur l'enjeu de l'immigration, où on a lié dans le discours politique l'enjeu de l'immigration et la crise du logement. Et donc, ça devient une patate chaude, surtout en Ontario, où la crise du logement est, avec la Colombie-Britannique, l'endroit au pays où la crise est la plus aiguë, où il coûte le plus cher pour se loger. On est peut-être moins enclin à vouloir, disons, s'avancer sur ce dossier-là. D'une part, pour ne pas s'aliéner le vote des familles immigrantes qui sont devenues citoyens, donc qui ont le droit de vote, mais d'autre part, pour ne pas se faire presser le citron sur la question du logement. Pourtant, ça peut être une solution à beaucoup de choses. On parle des tarifs en ce moment, on parle de postes qui sont en danger en cas de protectionnisme américain. On veut diversifier notre économie. Tous les chefs, tout le monde dit qu'il faut diversifier notre économie. Mais une des clés, c'est justement aussi l'immigration francophone. On sait qu'on a des talents francophones qui essayent d'aller ouvrir d'autres marchés dans des pays en développement et en forte croissance, qui sont des pays francophones. On tient peut-être une clé là sous la main, et en termes d'emplois qualifiés, et en termes peut-être de diversification de notre économie pourtant. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il faudrait simplement mobiliser ce discours-là de la façon appropriée, je pense, et ça pourrait faire partie d'un plan qui pourrait venir amener des solutions à plusieurs égards, là, à certains des enjeux qui, comme tu viens de le souligner, sont très présents autrement dans la campagne actuelle. Qu'on parle d'éducation, qu'on parle de santé en français, qu'on parle de garderie, qu'on parle de post-secondaire, est-ce que là, dans tout ce puzzle, il manque pas des chiffres, des choses concrètes? Alors évidemment, peut-être qu'on va attendre les plateformes, peut-être qu'on aura un peu plus de choses. Est-ce que vous pensez que là, les chefs manquent, les partis manquent de substance quand tu parles de francophonie? Bien, il manque de substance un peu dans tout, en fait, à part certaines promesses plus concrètes en santé et dans le domaine du transport, où on a mis des chiffres à certaines des promesses. Pour le moment, on nage un peu en terrain inconnu, on nage un peu dans le noir et on voit que c'est devenu un peu un modus operandi pour les partis de faire une opération effeuillage, hein, dans un certain sens, durant le cours de la campagne. On ne veut pas dévoiler tout notre plan dès le départ, puis ensuite avoir l'impression qu'on n'a rien de nouveau à dire durant le reste de la On veut campagne. maîtriser l'agenda. Voilà, donc faire des annonces à l'emporte-pièce à tous les jours. On veut tenter de s'approprier une part du marché médiatique avec des nouvelles annonces. Mais entre-temps, pour un électeur ou une électrice qui veut s'approprier les différentes plateformes, qui veut voir un peu qu'est-ce que chacun des partis va offrir, pour le moment, on n'est pas rendu assez loin dans la campagne pour pouvoir réellement se faire une tête, là. Et puis, il y a aussi un agenda qui est aussi piloté par chacun des chefs de son côté. Mais on a un Doug Ford qui est à Washington. On fait une petite parenthèse là-dessus. Est-ce qu'on brise les conventions ou pas à ce niveau-là? On brise les conventions. On est en ce qu'on appelle en bon français en mode caretaker, là, en contexte électoral où habituellement un gouvernement sortant ne se permettrait pas ce genre de
de sortie-là. Il faut quand même mentionner que ce ne sont pas les coffres publics qui paient pour le déplacement de M. Ford actuellement, c'est le Parti progressiste conservateur. Donc, de ce côté-là, on est quand même dans les règles de l'art. Là. On n'est pas en train de dépenser des fonds publics durant une campagne électorale. Mais il reste que, bon, est-ce que ça se justifie dans le contexte où cette sortie-là des 13 premiers ministres provinciaux et territoriaux sous l'égide du Conseil de la Fédération, qui est présidé par l'Ontario actuellement, a été planifiée avant le lancement de la campagne électorale. Il y a ce contexte-là. Je vais laisser aux auditeurs le soin de se faire une tête à savoir est-ce que c'était approprié pour M. Ford de se déplacer dans ce contexte-là, mais il y a quand même des éléments contextuels à prendre en compte. Il y a aussi une petite place accordée au logement. On sait que la crise du logement, ça a été quand même un dossier de première importance ces dernières années. Il y a eu cette petite bulle d'air. On voit que le Parti vert a peut-être eu un petit peu plus de leadership sur cette question, mais elle a eu de la difficulté à émerger également. Oui, Mike Schreiner a commencé sa campagne en parlant de la question du logement. On veut évidemment bâtir de façon plus dense. Pour les Verts, ça va sous le sens. Là, on ne veut pas faire du fameux sprawl urbain. On parle de l'enjeu du logement dans le contexte où on parle de transport en commun, etc., etc. Mais pour le moment, malgré le fait que la crise du logement, ça soit un enjeu aussi présent, à part de critiquer le fait qu'il y a très peu de nouvelles constructions qui ont été effectuées dans les dernières années, malgré les promesses du gouvernement Ford, on ne s'est pas beaucoup avancé. On voit aussi que c'est un dossier politique qui est assez complexe, qui, évidemment, mérite l'attention de la province, mais qui implique aussi à la fois le municipal et le fédéral. Et donc, c'est pas aussi évident que dans un domaine comme la santé, par exemple, peut-être d'envoyer des promesses claires là, de la part des différents partis. On a aussi, Stéphanie, des débats qui s'en viennent, un débat dans le Nord, un débat des chefs aussi, et puis un débat en français dans les tout prochains jours. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces débats, et est-ce que c'est le moment de jouer une carte pour certains chefs pour se démarquer et tenter de faire une différence à mi-campagne? Bien, c'est certain qu'il va y avoir des tirs groupés contre Doug Ford dans tous ces débats-là, où les représentants, évidemment, dans le cas du débat en français, ce sera Caroline Mulroney, bien évidemment. Mais c'est une bonne question. Est-ce que les chefs de parti se gardent des cartes qu'on n'a pas encore dévoilées pour tenter de mobiliser les esprits lors des différents débats? Ça reste à voir. Je m'attends aussi à ce qu'on puisse un peu rééquilibrer justement ces promesses-là, qu'on sorte de la fameuse question des tarifs et qu'on parle d'autre chose que d'économie. Là, le terrain a commencé à être un peu défriché de ce côté-là cette semaine, mais je pense que dans le courant de la semaine prochaine, on aura peut-être la chance d'avoir des promesses plus claires, des promesses qu'on espère qui seront chiffrés également pour qu'on puisse se faire une tête d'un point de vue plus global, là, où est-ce que les différents partis s'en vont. Je pense que c'est aussi l'avis de pas mal de nos auditeurs d'en savoir un petit peu plus là-dessus. On va les suivre, ces débats. Je vous rappelle qu'il y en a le 14 à North Bay, le 17, ce sera le débat des chefs, et le 19, on aura un débat en français conjointement organisé par Radio-Canada et TFO. Ce sera des moments importants pour se faire une idée. On attend particulièrement le débat en français. Merci Stéphanie, c'est tout le temps que nous avons. Merci pour ce deuxième épisode qui nous a emmené un petit peu plus en avant sur les enjeux. On se retrouvera la semaine prochaine, évidemment. En attendant, rendez-vous sur onfr.org pour suivre le reste de l'actualité. Restez branchés. On se dit à très bientôt.